Le 26 mai 2012, un homme va subir une des pires agressions jamais enregistrées dans la ville de Miami en Floride. Ronald Popo, 65 ans, sans domicile fixe, s'est retrouvé le visage en sang à proximité de Rudy Eugène, qui vient d'être abattu par la police. Les origines de l'agression sont floues. Entre pure folie et dispute autour d'un vol de Bible, ils se seraient croisés au détour d'une rue. Rudy Eugène l'aurait abordé de manière sympathique et serait devenu de plus en plus étrange, jusqu'à commettre l'irréparable. Complètement nu, Rudy Eugène, après avoir immobilisé sa victime, dévorera le visage de Ronald Popo, lui arrachant la moitié du visage dont un œil et le nez. L'agression aura duré plus de 18 minutes. Ronald Popo dira lui-même d'une manière incroyablement calme lorsqu'il se fera interroger par la police le 19 juillet. « Il a mâché mon visage. Il m'a arraché les yeux. » Un cycliste passant dans le quartier est témoin de la scène et contacte les forces de l'ordre. Connu des services de police pour des faits de violence envers sa mère et son ex-femme entre autres, Rudy Eugène est abattu après plusieurs sommations. L'hypothèse de la prise de sel de bain, une drogue de synthèse proche du LSD par l'agresseur, est vite avancée, puisque le fait de se mettre nu à cause des bouffées de chaleur générées par sa prise et le fait de rentrer dans une folie et une rage incontrôlables sont des signes quant à son éventuelle consommation. Finalement, les analyses toxicologiques ne révèlent aucune prise de drogue en dehors de la marijuana. L'autopsie révélera également qu'il n'a pas mangé le visage de sa victime, mais l'a uniquement déchiré. Décrit comme fervent chrétien et inoffensif par sa petite amie, le terrible acte de Rudy Eugène restera sans doute inexpliqué. Enfin, bien que Ronald Popo ait confirmé à plusieurs reprises ne pas connaître son agresseur, il s'avérait qu'ils se soient au moins rencontrés une fois lorsque Rudy Eugène travaillait pour la communauté des sans-abri de Miami. En attendant, Ronald Popo, après avoir frôlé la mort, continue de faire preuve d'une incroyable résilience, malgré de lourdes opérations et le fait qu'il soit devenu aveugle. Il donnera de ses nouvelles un an plus tard via une vidéo sur YouTube, où toujours hospitalisé, il dira apprendre la guitare. Il vit actuellement dans un hôpital au long séjour et ne souhaite désormais rencontrer personne en dehors des infirmières et des médecins. Elmer McCurdy, né en 1880, était un banal criminel, commettant ses forfaits à travers les États-Unis. Bien que sans envergure, cet homme deviendra célèbre pour une raison tout à fait singulière. En Oklahoma, à l'aide de complices, il attaqua un train censé contenir un coffre garni de milliers de dollars du gouvernement destiné à des tribus indiennes. Finalement, l'opération est un échec, une erreur manifeste a été commise quant à l'identification du train, et la bande se retrouve avec un butin de 46 dollars et quelques bouteilles d'alcool. Elmer McCurdy est tué sans gloire en 1911 lors d'un échange de coups de feu à Osage Hills, où il dira, selon la légende, « Vous ne mourrez jamais vivant ». L'histoire pourrait s'arrêter ici. Pourtant, en décembre 1976, pendant le tournage d'un épisode de Six Million Dollar Man, où l'homme qui valait 3 milliards en France, dans le parc d'attractions New Peak à Long Beach en Californie, un technicien va faire une étrange découverte. Alors que l'équipe prépare la maison hantée pour le tournage, ce fameux technicien va déplacer l'homme pendu de l'attraction et faire tomber son bras. Horrifié, il y découvre un os humain. Le pendu est en fait Elmer McCurdy. Suite à son décès en 1911, son corps ne sera pas réclamé. Il sera embaumé grâce à une solution d'arsenic par un croque-mort et exposé au public lors de spectacles sous l'appellation de l'homme qui refusa de mourir. C'est que 5 ans plus tard, qu'un homme expliquant être son frère se présente au Great Patterson Show pour réclamer le corps et lui donner une sépulture décente, ce qui ne fut pas réellement le cas. En effet, le corps d'Elmer McCurdy passera les 60 ans précédant sa découverte de musée en attraction maison hantée. Considéré comme un mannequin de piètre qualité, il finira donc en Californie dans l'attraction Laugh in the Dark. Pendant 4 ans, sans que personne n'ait conscience qu'il s'agissait d'un cadavre, il sera donc exposé à des clients de l'attraction comme simple mannequin d'épouvante. Finalement, un médecin légiste confirmera qu'il s'agissait d'un corps embaumé et découvrit avec surprise un penny de 1924 et un ticket de musée du crime de Los Angeles dans sa bouche. Après enquête, le cadavre est identifié et finalement enterré dans le cimetière de Guthrie, le 22 avril 1977. Incroyable. Gardez cette histoire en tête lors de votre prochain passage dans une fête foraine.
1925, Ruth Brown Snyder était une femme au foyer américaine née le 27 mars 1895. Vivant à New York, elle entretenait une liaison extra-conjugale avec un vendeur de corsets, Henry Jude Grey. Son mari, Albert Snyder, quant à lui, était toujours inconsolable suite à la mort 10 ans auparavant de son ex-fiancé. Il imposa la pose d'un de ses portraits dans la maison conjugale et insista pour baptiser le bateau du couple Jessie, comme sa défunte fiancée. Dégoûtée par l'attitude de son mari, elle le trompa. Mais plus grave, elle décida de l'assassiner avec l'aide de son amant en lui faisant croire qu'il la maltraitait. Malgré ses réticences, l'amant céda. Elle en profitera pour convaincre son mari d'acquérir une assurance vie. Le 20 mars 1927, les deux amants passent à l'acte et assassinent Robert Snyder à coups de barre de fer dans son lit. Ruth Snyder termine son macabre travail en l'étranglant avec une corde. Les deux amants tenteront de masquer leur acte en tentant de faire passer cet assassinat pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Les enquêteurs découvrent finalement rapidement la vérité. Là où l'histoire de Ruth Snyder devient très particulière, c'est qu'elle sera condamnée à mort par chaise électrique et pour la première fois, une photo sera réalisée de manière clandestine par un journaliste et publiée le lendemain en première page du Daily News. C'est Tom Howard qui réalisera cette photographie interdite le 12 janvier 1928. Véritable petit bijou technologique digne des plus grandes agences de renseignement de l'époque, cet appareil photo composé d'une plaque de verre était fixé à la cheville de Tom Howard et relié par un câble jusqu'à un déclencheur se trouvant dans sa veste. Enfin, vous pouvez remarquer que la photo est floue. En effet, une des raisons qui rend cette photo si terrible, au-delà du sujet lui-même, c'est qu'elle fut prise au moment où Ruth Snyder commençait à être électrocutée. Durant l'été 1994, de retour d'une dure journée de travail en tant que routier, Joe Messeny découvre que sa femme addicte au crack l'a quitté en emmenant son fils de 6 ans. 6 mois plus tard, il découvre qu'elle a déménagé à l'autre bout de la ville avec un de ses dealers et qu'ils se sont fait arrêter pour possession de drogue puis relâchés. Il apprend en même temps que son enfant de 6 ans a été placé par les services sociaux pour mauvais traitement. Messeny abandonne rapidement l'idée de le récupérer, celui-ci ayant des antécédents judiciaires. C'est ce soir-là que Messeny va se transformer en monstre en quête de vengeance. En cherchant son ex-femme et son ami sous un pont de Baltimore, il y trouve 2 SDF complètement amorphes sous l'emprise de crack. Il les tue à la hache, sans hésiter. Un peu plus loin, dans la soirée, il croise 2 femmes, qu'il tuera également. Il remarque qu'un homme pêche à proximité. Ne sachant pas s'il a été témoin de la scène, il le tue avec une barre de fer. Il lestera les 3 corps et les plongera dans la rivière, contrairement à ses 2 premières victimes. Finalement, Messeny est arrêté quelques semaines plus tard car suspecté du meurtre des 2 SDF. Par manque de preuves, il sera libéré au bout de 18 mois. Finalement, dès sa sortie, il tue 2 femmes addictes au crack et les mutile. Cette fois, il sera arrêté le 15 décembre 1996 à l'âge de 40 ans et sera condamné à la peine de mort le 13 novembre 1998. Sa peine sera transformée en une peine de prison à vie le 24 juillet 2000. Au-delà de ces crimes tout simplement horribles, c'est bien le personnage de Joe Messeny qui retient l'attention, aussi bien d'un point de vue physique que mental. Comme vous pouvez le constater, Joe Messeny est littéralement un monstre. Avec un physique des plus atypiques, laissant deviner une force et une brutalité toutes particulières. Son aspect en deviendrait presque grotesque, voire caricatural, extrêmement proche de ce que pourrait représenter un serial killer dans l'imaginaire collectif. Cette force de la nature, de 200 kilos, est glaçante. En plus de son physique atypique, c'est aussi d'un point de vue psychologique et psychiatrique que Joe Messeny s'illustre, notamment lors de certaines de ses confessions. D'abord animé par un désir de vengeance, Messeny avouera qu'il a par la suite été animé par la passion du meurtre, lié à un sentiment de puissance indescriptible. Bien que cette confession soit invérifiable, il expliquera avoir récupéré des morceaux de chair des cadavres des 2 dernières victimes, de les avoir placés sous vide et de les avoir fait consommer à ses clients mélangés à de la viande de porc lorsqu'il créa son stand itinérant de hamburgers et de sandwichs peu avant d'être interpellé. Cyniquement, il dira à ce sujet « La prochaine fois que vous roulerez et que vous verrez un stand de burger et que vous ne l'avez jamais vu auparavant, soyez sûr de repenser à mon histoire avant de mordre dans votre sandwich. »
Karl Tanzler, alias Kuhn Karl von Cosel, né le 8 avril 1977 en Allemagne, était manipulateur en imagerie médicale. Il émigre aux États-Unis en 1926 et trouve un emploi dans un hôpital en Floride. En proie à des visions mystiques, il dira plusieurs fois avoir communiqué avec une de ses ancêtres, Anna Constantia von Brockdorf, qui lui aurait prédit une rencontre avec une beauté exotique aux cheveux noirs qui deviendrait la femme de sa vie. Confronté quotidiennement à des malades de la tuberculose, Karl Tanzler n'est pas non plus des plus stables psychiquement. Il voit de nombreux patients mourir, la tuberculose étant à cette époque particulièrement dévastatrice. En avril 1930, il rencontre Maria Elena Milgro de Hoyos, une patiente tuberculeuse de 22 ans. C'est la révélation. Il a enfin trouvé cette beauté exotique aux cheveux noirs qui lui était promise. Tanzler, avec l'accord de la famille de la patiente, tente tout pour la sauver, et emploie des méthodes hors de tout contrôle médical qui n'ont jamais été testées, comme des traitements au rayon X ou des décoctions d'herbes médicinales. En parallèle, il lui montre de l'affection et lui offre des cadeaux, sans réel retour il semblerait. Finalement, elle décède le 25 octobre 1931. Là où l'histoire de Karl Tanzler est particulière, c'est que son obsession pour cette femme dépassera l'entendement. Après lui avoir offert un mausolée et l'avoir visité chaque nuit pendant plusieurs années, il dira avoir vu l'esprit d'Elena lui demandant de la sortir de sa tombe. Il s'exécute un soir d'avril 1933. Il réalise un travail grossier d'embaumement avec de la cire, des chiffons, de la corde de piano, du plâtre et des yeux en verre. Pendant 7 ans, Karl Tanzler va vivre avec le cadavre d'Elena installé dans son lit. Glaçant. En 7 ans, de nombreuses rumeurs courront à propos de Karl Tanzler et de sa poupée. Pour en avoir le cœur net, la sœur d'Elena se présente un jour chez Karl Tanzler et découvre l'horreur. Elle contacte la police. Finalement, Karl Tanzler est relâché, car la profanation était jugée trop ancienne. Comble de l'insoutenable, les médecins légistes confirmeront que l'amour porté par Tanzler à Elena n'était pas seulement platonique. Elena fut enterrée dans un endroit secret. En 1947, Tanzler déménage dans le comté de Pasco et réalise une poupée grandeur nature d'Elena, qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1952. Allez, faites de beaux cauchemars.